Sur le Jump Seat aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Noël Bouillaguet, le président de France Spectacle Aérien. Donc vous l'avez deviné, on va parler meeting aérien. Alors avant de laisser la parole à Gilles pour les premières questions, Jean-Noël, toi tu baignes dans le monde des meetings depuis une quarantaine d'années, hein, c'est ça? Au moins. Je baigne dans le monde des meetings depuis une quarantaine d'années, effectivement, ceci ne nous rajeunit Sans pas. vouloir dévoiler ton âge, mais bon, tu nous as dit que tu étais né lorsque le premier homme a marché sur la Lune. Mais on peut le dévoiler, 65 depuis avant-hier. Ah bah félicitations. Voilà. 65 depuis avant-hier, et c'est vrai que j'ai eu la chance de commencer dans les années 80, 81, 82, très exactement, année où d'ailleurs beaucoup de gens se sont rencontrés. Philippe Chetaille a été un de mes mentors qui avait déjà un carnet d'adresses très fourni. Et à cette époque-là, il est vrai qu'on a rencontré un homme qui s'appelait Jacques Bottelin aussi, qui nous a dit, si vous faites un meeting l'année prochaine, vous savez que j'aurai peut-être une patrouille acrobatique, etc. Et en 1982, il faisait quoi, Jacques Bottelin? Et il vendait des avions à la Socata à l'époque, chez Robin et à la Socata. Je rappelle que Jacques Bottelin est le leader et le fondateur de la patrouille d'Apache Aviation, Apache déjà, Aviation, le boss d'Apache Aviation, et de puis, la patrouille Breitling. Voilà. Et après, ce qui a été patrouille Martini. Voilà. D'abord la patrouille des Apaches, ensuite patrouille Martini, Echo, Adeco, Khalifa, enfin j'en ai passé des meilleurs pour arriver jusqu'au Breitling Jet Team. Donc tout remonte au tout début des années 80 alors. Oui, tout à fait, parce que quand Jacques s'est posé un jour à Vichy où j'étais en poste, il me dit, si vous voulez faire un meeting, j'ai un copain qui s'appelle Eric Muller, il est suisse, il fait de la voltige, il faudrait l'appeler. Alors j'ai appelé Eric Muller, et Eric Muller m'a dit, mais si vous faites un meeting, moi j'ai un copain, il s'appelle Stephen Gray, et il cherche des meetings à faire en France. Et c'est comme ça que le Beercat est venu quasiment pour la première fois en France. Voilà. Muller, c'est lui qui détenait le record de Vry, non? Oui, c'est ça. Oui. On faisait des petites choses sympas à l'époque. On faisait compter les tours de Vry au public. Il faisait la chasse au ballon. Voilà, tout un tas avec la Crostar. Eric était un être délicieux, architecte de profession et champion d'Europe de voltige. Mais en meeting, c'était un show et voilà, c'était vraiment quelqu'un de délicieux. On salue Conseil Aéro qui vient de se connecter et qui te salue. Voilà, merci d'être là. Bien. Et alors donc, bonjour. Donc, comme Jérôme l'a dit, tu es le président de France Spectacle Aérien. France Spectacle Aérien fête cette année ses 10 ans d'existence, oui, c'est ça? 2023, ça va être 10 ans. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette association? Alors, je vais répondre, mais avant de rentrer dans le sujet, je voudrais dire juste un mot, avoir une très très grande pensée et un mot d'hommage pour les gens, toute l'équipe de Couévérac. Couévérac, c'est ce petit aérodrome dans le sud-ouest, ouais. Voilà, qui est l'archétype d'un très très beau meeting de moyenne envergure. Et malheureusement, ils ont été frappés par le sort dimanche avec deux de leurs dirigeants, Catherine Hugo, que tout le monde connaissait très bien. Et Catherine Hugo, qui est aussi la maman de Romain. Romain Sébastien, Hugo, le dessinateur. Voilà, oui. et l'épouse de Alain. Et puis Jean Robin, qui est le papa de Julien, que tout le monde connaît bien. Et Couévérac n'était pas membre de FSA, mais on avait des contacts quand même réguliers. Notamment cette année, on a eu des contacts un petit peu rapprochés, justement par rapport à certaines difficultés de mise en œuvre du meeting. On a pu en échanger là-dessus et on est vraiment touchés et on leur envoie toutes nos pensées et tout le soutien de la famille des meetings. Donc là, c'est un accident d'avion classique, léger. Un avion léger. Ça n'a rien à voir avec une présentation en meeting. Oui. Hein, Non, absolument. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Non, c'était un vol. Voilà. C'est triste. Le sort. Mauvais sort. Bénédicte qui est derrière Conseil Aéro. Bonjour Bénédicte. Voilà. Ah bah Bénédicte, tu connais Bénédicte? Oui. Elle te salue. Non, c'est pas elle, c'est il. Il Bénédicte, non? Il, pardon. Conseil Aéro. Conseil Aéro, Bénédicte. Pardon, Bénédicte. Bénédicte. J'ai pas vu qu'il n'y avait pas on de... On en connaît, mais bon, c'est lequel est-ce? On s'éloigne. Donc oui, alors, France Spectacle Aérien. France Spectacle Aérien. Merci pour la question. C'est très intéressant. France Spectacle Aérien a été créé sur une impulsion de la DGAC. Il
faut le savoir. En 2011, la DGAC demande à un certain nombre d'acteurs qui avaient on va dire, quelques références dans le monde des meetings de se mettre autour d'une table et de parler de l'évolution des meetings, avec notamment, pourquoi pas, une évaluation, un agrément pour les pilotes de présentation. France Spectacle Aérien n'existait pas, c'était 2011. Donc nous nous sommes retrouvés, un certain nombre d'acteurs qui nous connaissions, et sur 2012 notamment, il y a eu des essais de cet agrément. Il y a eu, piloté par la mission aviation légère générale et hélicoptère, donc par la DGAC, il y a eu un certain nombre d'évaluateurs qui ont fait des évaluations à blanc. Et il y a eu 110 ou 120 évaluations de pilotes de présentation qui ont été faites en France à l'époque. Et pour dire que ça n'était pas forcément sorcier, il y a eu un seul cas qui a posé un tout petit peu problème. Sinon, tout le monde a passé haut la main. Donc c'était une évaluation en vol. Une évaluation en vol, voilà, etc. Un peu à la manière dont le font les Anglais, les Suisses, etc. Bon. Ou le Salon du Bourget qui... Pour pouvoir voler au Salon du Bourget, il faut faire bien sûr. présentation. C'est un petit peu différent. C'est un peu différent. Le Salon du Bourget, qui d'ailleurs, il est sur une réglementation différente. Oui. Qui est aussi membre de FSA. Oui, j'en profite pour dire qu'effectivement, le SIAE est membre de FSA par soutien et par amitié. C'est très très bien. On fait partie de la même communauté, et la FOSA, dont nous parlions tout à l'heure, est membre également de France Spectacle Aérien. Donc, en étant autour de la table, la DGAC nous dit c'est bien beau, mais finalement, vous êtes tous des individualités et on aimerait bien pouvoir essayer de discuter avec une structure qui rassemble, qui est un interlocuteur un petit peu unique, en quelque sorte. Et c'est ainsi que, c'est une idée qui trottait déjà, la petite goutte d'eau a fait déborder le vase et on s'est dit à quelques-uns, pourquoi pas, essayons de monter France Spectacle Aérien. Mais pourquoi ça ne pouvait pas continuer comme avant ? Alors, ça, je pense un déclencheur. Oui, il y a eu un déclencheur. Alors, tout ça remonte, en fait, en 1988, parce qu'il y a eu... 1988, année noire. 1988, année noire, bon... tu peux rappeler les... Oui, alors pour la France, accident d'Absheim avec l'Airbus 320, et en Allemagne, à Ramstein, accident des Frecce tricolori, accident très très grave. 70 morts, c'est ça. Voilà, donc la France s'est mise à travailler sur une refonte de la réglementation qui a donné lieu dans un premier temps à un arrêté qui est sorti au forceps en 1993 et qui a donné lieu à un complément qui est devenu ensuite l'arrêté de 1996. Voilà. Donc, cet arrêté a vécu et à un moment donné, le directeur général de l'aviation civile a souhaité regarder ce qui se faisait ailleurs et voir si la France pouvait évoluer. C'est comme ça que la demande est venue un petit peu par rapport à ce rassemblement d'acteurs autour d'une table pour réfléchir au sujet. Et puis, donc on est en 2013 et on a fondé France Spectacle Aérien, dont les objectifs ne sont pas que le côté réglementaire, pas du tout. Oui, bien sûr, puisque un des points très importants de ces statuts, c'est aussi de faire reconnaître le rôle économique et social des manifestations aériennes. Alors aujourd'hui, les manifestations aériennes englobent tous les événements aériens, on va dire, et les meetings, ce que nous appelons encore aujourd'hui meetings aériens, sont dénommés spectacles aériens publics, SAP. Voilà, dans le nouveau texte. SAP. Voilà. SAP. Mais aussi, France Spectacle Aérien répondait d'une certaine façon à une demande de l'administration de tutelle. Pour avoir suivi et pour continuer à suivre vos travaux régulièrement, notamment à la convention que vous organisez tous les ans, on sent qu'il y a quand même aussi une entraide, un échange d'expériences. Bien sûr. C'est très marrant d'ailleurs, parce que cette entraide a commencé alors que FSA était encore très loin et où, sous l'impulsion à l'époque de Bernard Chabert et de Philippe Chetaille, avait été créée l'association Air Show. Et nous organisions tous les ans une journée de ce qu'on avait baptisé Retrouvailles en Beaujolais.
Et où se retrouvaient comme ça des acteurs, des copains, Jean Salis, j'en passais des meilleurs, hein, c'est le cas de le dire. Et nous avions une demi-journée de travail où nous parlions des problèmes que nous rencontrions dans les meetings. Et donc, FSA est venu au monde en 2013 et tout le monde s'apercevait que l'arrêté de 96, qui était l'arrêté en vigueur à l'époque, commençait, donc, comme je disais, à avoir vécu, qu'il était fortement interprété dans certains de ses articles, en allant d'une direction régionale à l'autre, qu'on avait du mal à y retrouver nos petits. Et dans la discussion avec l'administration, nous souhaitions, d'une manière générale, que cet arrêté soit toiletté et soit simplifié, parce que nous le trouvions trop complexe. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que quand tu es organisateur de meetings aériens, d'abord, tu ne peux pas faire n'importe quoi, évidemment, mais tu dois demander une autorisation pour faire ce meeting, et cette autorisation, elle est délivrée par la préfecture qui est conseillée par la DGAC. C'est là où tu dis qu'il y a d'une préfecture à l'autre, il peut y avoir des demandes particulières. Oui, alors d'une part, cet arrêté, il est multiministère. Oui. Alors, c'est-à-dire, on retrouve... Alors, maintenant, c'est écologie et transport, les armées, l'intérieur, parce que ça touche au grand rassemblement. Et il y a maintenant jeunesse et sport. Il y a quatre ministères qui sont signataires de ce texte. C'est bien pour ça qu'il est très compliqué quand il faut le changer. Le circuit ministériel est très lourd. Mais les préfectures, effectivement, sont le point d'aboutissement. Pour la sortie d'un arrêté préfectoral, mais tout ce qui est dans l'arrêté préfectoral est délivré sous forme d'avis technique, à la fois par les directions de la sécurité et de l'aviation civile interrégionale qui sont en place, mais aussi tous les autres services qui sont le SAMU, les pompiers, l'ADREAL, voilà. Donc c'est un ensemble, ça n'est pas simple du tout, et surtout, il ne faut pas on verra que ça a son importance. La première personne qui donne son autorisation, c'est le maire de la ou des communes qui sont concernées. Et ça on l'a vu, on l'a vu cet été à Sainte-Maxime. Non, pour le meeting d'Albi. Ah oui. À Albi, où le maire, alors c'est pas le maire d'Albi, c'est le maire de la commune sur laquelle est... L'Albanque. Non. Le séquestre. Le séquestre, oui. Qui a refusé... la veille a refusé. Alors je ne connais pas réellement les tenants et les aboutissants. Ce que je sais, c'est que si c'est une histoire de fermeture de route, mais a priori, c'était un règlement de compte entre élus locaux. Mais c'était simplement pour illustrer ce que tu venais de dire, c'est-à-dire que c'est le maire qui a le pouvoir d'interdire ou non. On va revenir, c'est très important, et on va en parler par rapport à l'avenir des meetings. C'est y compris avec la transition écologique et la sobriété énergétique. Mais il est bien évident que le maire a un pouvoir qui est très important, parce que s'il émet un avis défavorable, bien sûr, c'est très difficile de faire un meeting. Je n'ai vu qu'un cas dans ma petite carrière où le maire a émis un avis très défavorable et où le préfet est passé par-dessus, mais c'était pour les 50 ans de la sécurité civile et le meeting des 50 ans sur l'aérodrome d'Aix-les-Milles. Voilà. D'accord. Mais là aussi, il y avait des histoires de riverains, etc. Et donc, ça paraît très complexe quand même encore aujourd'hui. C'est très complexe. Ça a été simplifié en 2013, mais en fait, non. Non, pas du tout. Et aujourd'hui, donc, je me suis arrêté avec l'arrêté de 96 dont nous souhaitions une simplification. Et en guise de simplification, aujourd'hui, on a un arrêté qui est devenu encore plus complexe, qui est une usine à gaz administrative, parce que la société se complexifie. Donc là, ça s'est complexifié aussi. La rédaction de ces textes, nous dit-on, ne peut que être dans le format de ce que Légifrance accepte, que ce que l'Europe peut accepter. On ne peut pas écrire n'importe quoi. Enfin, c'est la raison pour laquelle, et je tiens à le rappeler, FSA a été, malheureusement, après avoir travaillé pendant des années, a émis par 2 fois un avis défavorable pour la mise en vigueur de ce texte qui ne nous satisfaisait pas pour tout un tas de raisons
opérationnelle et politique, on va dire. Et alors donc, malgré cette complexité administrative, réglementaire, il y a encore beaucoup de meetings aériens à organiser. En France, ça veut dire que les organisateurs de meetings aériens, qui sont souvent des présidents d'aéroclubs, ont quand même des présidents d'associations, ont quand même le courage d'affronter cette réglementation. Alors, pas uniquement président d'aéroclub. La France est un grand pays de meetings aériens au sein de l'Europe. Peut-être l'un des plus grands, avec le Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni n'a peut-être pas le nombre de meetings que nous avons. À l'année, il y en a un paquet. Hein. Nous avons fait des statistiques très précises là-dessus, parce qu'elles intéressaient également les administrations. C'est-à-dire que nous avons en moyenne 40 meetings par an en France, ce qui est énorme, dans toutes les catégories. Ce qui est important de rappeler également, c'est que France Spectacle Aérien est une association qui regroupe toutes les catégories d'acteurs. On ne représente pas que les grands meetings. Nous avons le meeting de Saint-Junien, légendaire en Limousin, Mainfond, Aubeville, événementiel. Il y a tout un tas de petits meetings. J'ai même vu des pilotes d'ULM qui venaient à la convention depuis Bordeaux pour assister aux séances de retour d'expérience. La convention de FSA. Convention de FSA. Convention annuelle. Ouais. Donc, nous avons des bénévoles, aussi bien des bénévoles en piste, des bénévoles qui s'occupent de tenir des buvettes, ça peut être n'importe qui, des spotters. Nous représentons toutes les catégories et nous avons en membres 33 organisateurs, ce qui n'est quand même pas ridicule. Ouais. Il est difficile de faire un décompte exact des meetings parce qu'il y a des meetings qui ont lieu tous les ans, des meetings qui ont lieu tous les 2 ans, et d'autres qui ont lieu parfois 4 ans, 5 ans, 6 ans. On a pris ça avec un historique assez précis, et on est arrivé à trouver une moyenne de l'ordre d'une 40aine de manifestations, dites meetings, on va dire, avec des présentations en vol. Donc là, on exclut, du moins, tu ne fais pas rentrer dans ces 40 les journées portes ouvertes, les choses comme ça. Alors là, on est sur la centaine, voire plus de la centaine. Non, c'est un grand pays. Et alors, ce qu'on peut regarder sur l'année 2022, que ce soit en France ou que ce soit à l'international au niveau européen, ça a été une année où l'appétence du public pour les meetings a été franchement marquée. Donc tu veux dire qu'il y a eu beaucoup énormément de monde. L'après-Covid, non ? L'envie de revoir des... Oui, je crois l'envie. Il y a tout un tas d'éléments. Alors c'est vrai qu'en France, il y a eu beaucoup de meetings, de grands meetings, de beaux meetings, parce que c'était la sortie du Covid, donc il y a eu beaucoup de choix. Mais sur tous les endroits, sur tous les sites, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et on voit vraiment que c'est valable à l'international. Si on regarde à l'étranger, Zeldweg, Air Power ou Ostrava en République tchèque, ils sont arrivés à des chiffres de 300 000, 350 000 personnes. Ce ne sont pas des salons aéronautiques, ce sont bien des meetings aériens. Je ne parle pas en Angleterre du RIAT, du Royal Air Tattoo, mais en France, on a vu des chiffres qui ont été excellents sur les grands meetings, sur les moyens et sur les petits meetings. Donc ça, c'est quand même très très important. C'est le signe aussi que les meetings plaisent au public. Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut essayer de les préserver. Espèces en voie de disparition, pourquoi ? Parce qu'on parlait des organisateurs tout à l'heure, on parlait de la difficulté d'organisation. Les organisateurs, si on ne les soutient pas, si tout le monde ne se donne pas la main pour les soutenir, à tous les niveaux, seront rapidement une espèce en voie de disparition. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la plupart de ces organisateurs sont des organisateurs bénévoles. Ce sont pas des. Il y a quelques sociétés organisatrices, mais la plupart, ce sont des associations. Absolument. Alors, ça ne veut pas dire que associations, également collectivités territoriales. Oui. On voit beaucoup de meetings de plage qui sont organisés par des collectivités territoriales qui font appel à soit des associations, soit des structures professionnelles pour être leur opérateur technique et monter leur dossier.
et être les interlocuteurs des administrations, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Mais on a un éclectisme dans la catégorie organisateur. J'en profite pour saluer la zone aéro qui vient d'arriver sur le chat. La zone aéro qui réalise une jolie émission tous les mercredis à 20h30 sur Twitch. Alors on voulait le dire. Voilà, allez les voir aussi. Salut à tous. Et la prochaine c'est demain. Donc la prochaine, vous avez déjà l'invité. De quoi vous allez parler demain? Il y a un petit décalage là, avec le duplex, hein, c'est normal. On va surveiller, le chat pour la réponse. Oui, donc les meetings continuent à attirer le public, ça c'est évident, hein, on le voit. Mais Géraldine Galland demain invité. Ça devient de plus en plus compliqué à organiser un meeting. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que ça a toujours été compliqué? Oui, alors ça a toujours été un peu compliqué. Moi aussi, on parlait de nos âges tout à l'heure, mais moi je me souviens de 88, la saison 89, ça n'a pas été triste quand même. Ça a été complexe. Parce que là, quand les pouvoirs publics ont commencé à demander aux organisateurs d'installer des hôpitaux de campagne sur les parce qu'ils avaient été traumatisés par les 60, ce qui est normal, hein, les 70 morts de Rammstein, les 450 blessés. Bien sûr. On a vu sur des... Tu es mieux placé que moi pour t'en souvenir, mais tu as monté des hôpitaux de campagne sur des postes médicaux avancés, sur des petits aéros. Absolument, partout. Je le souvenir à Coulommiers, à droite, à gauche. Disproportionné quand même. Alors disproportionné, toujours pareil. Principe de précaution. Voilà. Alors donc, on parlait tout à l'heure de la manière dont sont régis les meetings. Il faut savoir que la DGAC, les DSAC ne sont pas les seuls services qui remettent des avis à la préfecture. La préfecture demande des avis à tout un tas de services, même ceux lesquels, par exemple, que l'on n'imagine pas. Je disais tout à l'heure la direction de l'environnement, tous les services d'urgence, la police aux frontières. Dans les grands avis techniques, il y a bien sûr l'avis de la DGAC, l'avis de la police aux frontières. Paradoxalement, la gendarmerie des transports aériens n'est pas dans les gens qui donnent leur avis technique à l'avance. Par contre, ils sont dans la boucle après. C'est très paradoxal et je pense que, franchement, ça serait mieux qu'ils puissent être associés à l'élaboration également du meeting. Mais donc, il y a énormément de services. La police municipale, quand la direction des routes, parce qu'il faut mettre en place parfois des déviations routières. Donc, tout ça, c'est très compliqué. Et donc, les organisateurs se retrouvent autour d'une table où il y a entre 40 et 50 personnes et chacun amène sa contrainte. Voilà, chacun est là avec sa contrainte et l'organisateur est le réceptacle de toutes ces contraintes. Donc, il faut vraiment aujourd'hui, c'est un sacerdoce que d'être organisateur, en plus du risque financier, en plus du risque sécuritaire. On a ajouté des couches sur le millefeuille, la sûreté, le sanitaire maintenant avec le Covid, et puis effectivement une nouvelle réglementation, un nouvel arrêté qui complexifie encore les choses et qui a fait cette année que des très petites manifestations n'ont pas eu lieu parce que les gens ne se sont pas sentis le courage d'affronter la complexité du texte, en quelque sorte. Sur le chat, Eddie Bravo Fox nous demande l'équilibre économique des meetings aériens n'est-il pas de plus en plus compliqué à tenir compte tenu des mouvances actuelles, hein, dont tu viens d'en lister quelques-unes. La zone aéro aussi, j'ai quand même l'impression que les manifestations aériennes sont beaucoup plus complexes aujourd'hui à organiser. Bon, ça rejoint le commentaire d'Eddie Bravo Fox. Que d'autres manifestations qui peuvent accueillir plus de public et dont les moyens aériens sont aussi employés. Exemple, le Tour de France. Intéressante remarque, c'est vrai que le Tour de France... Encore une fois, je pense qu'il s'agit on salue Hélicoptère de France. Ouais, mais c'est un petit peu comme quand on veut comparer... le football ou tous ces grands événements qui ont des droits de télévision, qui ont des retombées économiques qui sont gigantesques. Et aujourd'hui, le Tour de France, il est regardé par les régions et les départements avant tout comme un enjeu économique.
Ils payent d'ailleurs pour bien sûr, avoir l'étape chez eux. Avant même d'être sportif. Alors, charge à nous de faire valoir et de faire la promotion aussi des meetings aériens. Peut-être que nous avons vécu pendant tout un tas d'années sur le repos de nos lauriers, en se disant que voilà, on faisait rêver les gens, c'était formidable, etc. Et on s'aperçoit, enfin moi j'en suis intimement persuadé, que d'une manière générale, les décideurs politiques, etc., ne sont pas conscients de l'ensemble de ce que peut amener un meeting aérien à la société. Et ça, c'est important, c'est-à-dire quel est l'intérêt d'un meeting aérien. La plupart des gens vont répondre « oh, c'est du loisir », et puis ce sont des merveilleux fous volants dans leur drôle de machine. Voilà, c'est très beau, ça fait rêver, c'est émouvant, c'est du spectacle. Je crois que ça va beaucoup plus loin. On aura l'occasion peut-être de le développer si vous le souhaitez. Bien sûr. Je crois que c'est à nous, les acteurs, de persuader les décideurs que ce grand événement, il est de nature à être du même niveau qu'un grand événement culturel. Le grand événement culturel, aujourd'hui, il est totalement admis. Et nous, on s'aperçoit que, bon, ben voilà, oui, c'est vrai, il y a l'écologie, il y a le thermique, il y a tout un tas de choses. Nous aurons l'occasion d'en reparler, je pense. Mais je dirais, si on en est à dresser un bilan, on continue dans la colonne des moins. Tu parles de l'écologie. Aujourd'hui, vous êtes en tant qu'organisateur en plein dans cette problématique. On l'a vu, tu parlais tout à l'heure de Sainte-Maxime. Si tu veux bien, avant de revenir à l'écologie, qui est un dossier, j'allais dire, vraiment important pour l'avenir, je voudrais répondre à la question de Eddie Bravo-Fox, qui dit « Est-ce qu'il n'est pas de plus en plus difficile pour les meetings d'arriver à équilibrer un budget ?» Et ça, là, on touche du doigt un certain nombre de choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, une des difficultés pour les meetings, de par l'image qu'elle peut véhiculer à tort, à travers le technique et l'écologie, fait qu'il va être, et il est de plus en plus difficile de trouver des partenaires qui veulent déjà mettre de l'argent et associer leur image à quelque chose qui pourrait être polluant. Donc, nous avons tout ce travail pour faire savoir que cet événement n'est pas aussi polluant qu'on voudrait bien le dire. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à être mieux traité que les autres. On ne demande pas à être traité justement comme l'aviation bashing du matin au soir. On demande à être traité de manière légitime, en quelque sorte, et au niveau des rejets que l'on produit. Que la vérité soit faite. Voilà, que la vérité soit faite, exactement. Mais ça veut dire que les subventions publiques aujourd'hui, pour en trouver, c'est de plus en plus difficile parce que, effectivement, l'État dit les subventions iront vers des événements vertueux. Donc, si on veut cet argent, il faut absolument démontrer que nous sommes vertueux. On peut être vertueux pour tout un tas de raisons écologiques, des raisons de société, des raisons humaines, etc. On pourra en reparler. Mais c'est très difficile parce que l'argent pour monter aujourd'hui un meeting aérien est de plus en plus difficile à trouver. Parce que, en gros, quelles sont les sources, les différentes sources de revenus pour les grands blocs pour un meeting aérien? Alors, il y a une catégorie de meetings où les gens arrivent dans des manifestations petites ou de moyenne importance et qui ont des très bonnes relations avec leurs élus, qui avaient jusqu'à présent de très bonnes relations avec leurs élus et qui n'avaient pas trop de contraintes, on va dire, d'activistes, arrivaient à faire des manifestations quasiment même gratuites pour le public. Bon, je dis quasiment parce que certaines ont fait payer le parking et il y a pas moins. Mais ce sont des tarifs qui sont très faibles, les entrées dans les meetings. Même si aujourd'hui ça nous apparaît pour certains meetings comme élevé, ça reste très faible au regard de ce que l'on voit à l'étranger. Prenons les meetings anglais par exemple, et au regard de tout autre spectacle qui aujourd'hui, le moindre festival d'été, coûte bien plus cher que l'entrée d'un meeting aérien. Bon. Mais c'est vrai que l'on a aussi habitué les gens à aller voir des meetings pratiquement gratuitement ou pas loin. C'est une activité populaire, c'est une activité familiale. Mais les sources, elles sont d'abord
pour ceux qui sont payants, un delta sur les entrées. Alors, avec le risque que l'on connaît, météo, l'organisateur peut-il s'assurer pour le risque météo ou pas? C'est terriblement cher. Une assurance vaut facilement 10, 14, 15 000, 20 000 euros si on veut s'assurer sur un risque météo. Donc, certains meetings ne s'assurent pas ou ont des contrats un petit peu particuliers. Ensuite, eh bien, les subventions, les partenaires. Voilà. Et c'est les trois postes. Exactement. Trois et les espaces VIP où effectivement, donc ça rentre dans le cadre du partenariat, où on peut vendre des tables, etc., ou des partenaires. Mais encore une fois, le problème des partenaires, il est en pointillé maintenant. Et puis voilà, il a évolué. Bien sûr, bien sûr. Comme tu le disais, il y a de plus en plus d'entreprises ne veulent pas, parce que les partenariats, on les fait avec des entreprises ou des collectivités locales, mais les entreprises ne veulent plus associer leur image Tout à fait. Donc, à l'aéronautique. Les coûts n'ont cessé de monter. Pourquoi ? Parce que la sécurité, on parlait du poste médical avancé, de l'hôpital de campagne, ça a toujours été des coûts. On paye les pompiers, on paye tout ça. Parce que les pompiers, les gendarmes qui sont autour sur et autour d'un aérodrome le jour du meeting aérien, il ne faut pas oublier que ce sont les organisateurs qui payent tout. Absolument, ils sont sous convention, on les paye. Toute la facture, même les gendarmes, tout le monde. Ça veut dire que, l'État est juge et partie, parce qu'à un moment donné, ces services-là définissent un nombre de personnes à mettre en œuvre pour assurer la sécurité telle qu'ils la voient. C'est ça. Et ils font payer le nombre de personnes qu'ils mettent en œuvre. C'est la même chose pour les SAMU, c'est la même chose pour les pompiers. En disant, vous faites un meeting, telle catégorie, la jauge, tant de spectateurs, donc 10 camions, 15 camions, 4 VSAV, etc. Et puis, ça coûte tant. Donc, c'est un petit peu un procédé qui est quand même marginal parce qu'en plus, d'un département à l'autre ou d'un meeting à l'autre, les mêmes normes ne sont pas appliquées. Et c'est là que l'organisateur est pris quand même en otage. Et c'est très difficile parce que tout ça est régi par le millefeuille français des collectivités territoriales, avec le SDIS qui dépend des conseils départementaux, etc. etc. Donc c'est compliqué. L'organisateur est vraiment pris en sandwich dans tous les domaines. C'est la raison pour laquelle les organisateurs, il faut vraiment les comprendre sur le plan économique, parce que pour répondre, effectivement, pour aller dans le sens de Eddy, encore une fois, si on gagnait réellement de l'argent avec les meetings aériens, ça se saurait depuis longtemps. Et les structures professionnelles qui essayent de travailler dans ce domaine-là depuis un certain nombre d'années, eh bien, on voit bien qu'elles ont du mal à vivre parce qu'il y a tellement de contraintes qui sont mises en œuvre que la sécurité, après il y a eu la sûreté. Donc la sûreté, c'est-à-dire qu'on a fait appliquer à certains meetings, notamment les meetings qui avaient lieu sur des aérodromes ou des aéroports, les mêmes normes de sûreté pratiquement que pour des avions commerciaux. Ça c'est après les attentats de 2015. Exactement. C'est-à-dire les postes d'inspection-filtrage, où il faut du personnel pour palper, pour fouiller les sacs. Voilà. Donc ça, c'est Tout à fait. Ouvrir les glacières pour être sûr qu'il n'y a pas de bombe dedans. Donc, tout à fait. Donc ça coûte de l'argent. Derrière est venu le sanitaire avec le Covid. Donc encore une fois, des nouvelles choses à mettre en œuvre. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les organisateurs ont tendance à dire stop, n'en jetez plus, la cour est pleine. Alors, à côté de ça, il faut quand même, on est en France, c'est vrai qu'on est compliqué. J'ai eu l'occasion de voir récemment, j'allais dire ce que j'appellerais l'arrêté préfectoral de certains meetings aux États-Unis. Justement, Pascal Ozelis nous pose la question. Est-ce que c'est une exception française ou Alors, je ne le crois pas, parce que j'ai vu le waiver du meeting de San Francisco, je crois qu'il a une centaine de pages. C'est très lourd également. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'endroits où la société a évolué, où les administrations ont évolué. Mais c'est peut-être pas les mêmes raisons dans la complexité. Ouais, nous, on est assez fort pour... le bashing. Voilà. Non, sans parler du bashing, mais de compliquer les choses. Oui. De millefeuilles aussi. Alors, c'est vrai. Alors la décharge... L'image et du moins la critique qui revient sans arrêt, c'est tout le monde cherche à ouvrir le parapluie.
Parce qu'en cas de pépin, on se reporte sur le dernier, c'est quoi? C'est le président du comité d'organisation et le directeur des vols. Principe de précaution. C'est une des raisons pour lesquelles le texte actuel ne nous a absolument pas satisfait, parce qu'il a rajouté du poids sur les épaules de l'organisateur et du directeur des vols, sachant que le directeur des vols est sous la coupe de l'organisateur, du président du comité d'organisation, et que ces deux individus-là, on en a fait vraiment les responsables de tout ce qui peut arriver. Ils sont très faciles à retrouver en cas de problème. Et on aurait aimé des choses un petit peu plus simples et un petit peu plus partagées. Mais je tiens quand même à souligner que nous avons alerté au niveau de FSA le nouveau directeur général de l'aviation civile dès qu'il a pris ses fonctions. Damien Cazet. Il a été dès le début d'une écoute et d'une bienveillance à l'égard des meetings très importante. Et il se tient encore aujourd'hui, j'allais dire, bien au courant de la manière dont les choses évoluent et veulent évoluer. Pourquoi ? Parce que tout le monde est bien d'accord pour dire que les meetings aériens, les spectacles aériens publics, c'est la seule façon de faire voir l'aviation grandeur nature à du grand public. Mais tu crois que tout le monde est d'accord ? Ben alors, je veux dire, dans le milieu aéronautique, oui, bien sûr. Parmi les passionnés d'aviation, oui. Mais après, je crois que c'est le cas pour chaque. Pour beaucoup de gens, le meeting aérien. Oui, on l'a vu cet été dans les détracteurs, y compris de la Patrouille de France, qui est la première fois qu'on voit vraiment des articles à charge contre la Patrouille de France, qui jusqu'à présent était le symbole de l'excellence, etc. Donc, il y a des gens qui disent aujourd'hui, les temps ont changé, la société a changé, ça c'était avant. Vous êtes des ringards. C'est exactement les arguments qu'a retenu le maire de Sainte-Maxime dans son communiqué de presse. Hein. C'est vrai. Donc, et en même temps qu'il dit c'est un spectacle qui nous a réjouis pendant 10 ans, où il y avait des dizaines de milliers de personnes, spectateurs sur les plages. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer parce que, comme tu le dis, c'est ringard. Alors lui, il n'utilise pas ce terme, mais il dit c'est un spectacle d'une autre époque. C'est brutal quand même. Je connais mal le dossier, mais j'ai vu ce qu'il avait écrit. Voilà. Et justement, là aussi, France Spectacle Aérien a cherché des arguments contre cet état d'esprit en disant que ça reste quand même toujours un spectacle actuel. En fait, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le principe, on va dire, des activistes ou le principe des oppositions. On disait tout à l'heure au début que la première personne qui donnait son accord, c'était le maire ou les maires des communes concernées, parce que parfois, ça touche plusieurs communes. Ces gens-là ont des opposants dans leurs conseils municipaux. Et on l'a vu déjà depuis plusieurs années, les opposants se servent de cet argument-là en disant le maire cautionne. Mais je dirais, les opposants, il y en a toujours eu. Mais là, aujourd'hui, effectivement, c'est l'aviation qui est devenue un argument de choix. Les opposants s'opposent et la presse relaie beaucoup plus. Oui. Donc, moi, je ne pratiquant pas trop la langue de bois, je dis aujourd'hui, certes, les activistes sont des gens qui sont, dangereux pour la survie de l'activité. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent une pression folle, et la presse reprend cette pression, et on est dans l'air du temps avec, en plus, aujourd'hui, la sobriété énergétique. On ne parlait pas, on parlait d'environnement, on parlait d'éco-responsabilité, on parlait d'écologie jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, on parle de sobriété énergétique c'est tout nouveau, avec ces difficultés d'approvisionnement. Donc ça veut dire que les coûts de l'énergie du mois de juin prochain, de la saison 2023 pour les meetings, aujourd'hui, on ne les connaît pas. On peut avoir des doutes. Et on a, l'Europe entière et la France entière qui dit qu'il faut faire des économies d'énergie. Alors bien sûr, il y a des gens qui disent oui, tout ça, c'est de la connerie, etc. Mais le gouvernement
est dans cette mouvance-là. Et je crois qu'il nous appartient d'avoir les bons éléments de langage. Nous sommes conscients du problème. Les organisateurs font des efforts déjà depuis plusieurs années. Ils n'ont pas attendu, j'allais dire, qu'on soit dans la période actuelle pour être éco-responsable, pour faire du tri de déchets, pour faire tout un tas de choses. Mais il faut continuer à le faire et le montrer et le mettre en scène. On a l'expliquer. Juste à côté d'ici, il y a un grand festival de jazz, le Festival de jazz de Vienne, qui a pris ce tournant. Et c'est remarquable la manière dont tout est mis en scène pour montrer que c'est un festival éco-responsable. Ça va de le local, le recyclable. De ce que tu peux trouver dans les buvettes, dans les sandwichs qui sont circuit court, très court. Mais ça va donc, comme le dit Jérôme, c'est les poubelles de tri partout. Mais c'est aussi, comme on est à 30 km de Lyon, ce sont des navettes spéciales en train pour amener les Lyonnais à Vienne et les ramener après le festival. C'est tout ça aussi qu'il va falloir imaginer, je suppose. Bien sûr. Alors, c'est déjà en réflexion, en mûrissement, ça a été essayé. Il est vrai que dès que l'on fait un grand événement, un grand rassemblement, loin d'une agglomération, c'est toujours difficile. Donc, c'est la raison pour laquelle, puisqu'on parle écologie, nous avons souhaité travailler avec notre partenaire, la société Time to Fly, qui travaille selon de la durabilité aéronautique, on va dire, et qui nous avons travaillé avec eux. C'est Gilles Rosenberger qui a managé cette étude de rejet, de signature de gaz à effet de serre dans les meetings. Donc tu veux dire évaluer le bilan carbone d'un meeting ? Vous vous rappelez, je ne sais pas, sans doute, de notre ami et gourou mondial qui s'occupait d'accidentologie, Des Barker, qui a fait tous ces bouquins où il a repris pendant des décennies, et qui malheureusement nous a quittés dans un accident d'avion l'année dernière. Il disait toujours, si tu n'as pas de données, tu n'as qu'un avis. Et jusqu'à présent, dans les meetings, nous n'avions que des avis. Ah, c'est beau, mais ça fait rêver, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est vachement bien, l'émotion, le spectacle. Oui, ok, mais ça ne donne pas d'éléments. Et le décideur, qui est le politique notamment, qui est celui qui va signer, il veut des éléments. Donc aujourd'hui, cette année, on a eu des cas de meetings qui se sont appuyés sur cette étude réalisée, et qui ont permis de faire voir qu'un meeting aérien, finalement, n'était ni plus ni moins qu'un grand rassemblement, que la part la plus importante de signatures et d'empreintes, c'était le déplacement du public, et que les avions ne représentaient que, on va dire, une trentaine de pourcents dans les 100% qui représentent un meeting. Oui, c'était la question d'Eddy. D'Eddy Bravo-Fox. A-t-on une idée de la part CO2 imputable aux aéronefs lors des meetings aériens? Oui. Donc tu dis à peu près 30%. Alors on est entre 30 et 35%, mais nous avons fait là-dedans encore un distinguo entre les aéronefs civils et les aéronefs militaires. On a pris 3 meetings fictifs qu'on a situés à peu près, alors 2 au même endroit, Centre-France. On a pris en amont les entraînements, on a pris les transits, on a pris les répétitions, on a voulu faire quelque chose qui était incontestable, en quelque sorte. Donc là, c'est pas simplement la présence de l'avion pendant le meeting, c'est le trajet qu'il a fait pour venir jusqu'au meeting et l'entraînement. Ses répétitions, donc c'est vraiment tout à fait complet. Là, c'est incontestable. Absolument. Ça sera quand même contesté, mais c'est incontestable. Bien sûr. On a pris la part de la restauration, donc la part du déplacement du public, etc., les stands, les expositions, etc. Tout ce qui consomme et qui produit à un moment donné une signature. Et nous avons voulu faire ensuite le distinguo entre les avions civils et les avions d'État. Pourquoi ? Parce que dans les meetings, il y a quand même beaucoup d'avions d'État, les ambassadeurs, la marine est présente, la LAT est présente, voilà. Donc on a regardé ça et on s'aperçoit que la part des avions d'État est quand même très importante de par la nature même des types d'appareils. C'est sûr qu'un Rafale, il explose le bilan. N'empêche que c'est quand même le Rafale qui fait venir aussi beaucoup de monde.
c'est vrai, mais il faut regarder ça, je pense, avec les bons éléments et le bon côté vertueux. C'est pas céder, j'allais dire, aux sirènes de l'écologie. Il faut, je pense, être responsable. Et tous les secteurs, y compris de l'événementiel, tu le disais tout à l'heure, font des gros efforts. Bien sûr, bien sûr. Si Et ils le disent. Et ils le disent. Ils le disent et ils le montrent. Parce sûr. que je parlais du festival de Vienne, mais c'est visible. C'est visible. Il y a le décor qui est là, le décor des buvettes. C'est du bois maintenant. Je veux dire, c'est même exagéré, mais n'empêche que c'est comme ça qu'on frappe les esprits. Alors, je dirais, sur un meeting aérien, c'est pareil, il va falloir penser aussi aux buvettes, à ce que tu sers à manger, à l'huile de friture, en disant que l'huile de friture, tu la vendras après, tu la vendras à Total pour faire du SAF. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans cette vitrine, dans cet écosystème civil et militaire, et c'est la manière de montrer au grand public, y compris la transition écologique de l'aviation. Oui. C'est le seul endroit qu'on peut utiliser. Bien sûr, donc, je suis d'accord. Mais il y a un moment aussi où, je dirais, tu vas dans un concert et tu te dis, il y a vraiment beaucoup de bruit dans ce concert, mais parce que sur la scène, tu as un orchestre de rock qui a des enceintes et qui a une sono monstrueuse. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour écouter le chanteur et le groupe nous en foutent plein les oreilles. Donc, c'est autour qu'il faut être vertueux. Mais il y a un moment, il faut quand même qu'on garde des beaux avions, des avions, un avion qui a été construit dans les années 40, qui a fait la guerre. Il va consommer plus qu'un avion d'aujourd'hui. Bien sûr. Mais ça, il faut aussi le faire. Tu posais la question tout à l'heure en disant oui, mais tout le monde n'aime pas les avions. Et effectivement, on a ce problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné aujourd'hui, il faut qu'on arrive surtout à montrer quel est l'intérêt. Alors ça, c'est encore autre chose. Et ça, c'est très important. C'est encore autre chose. Et alors, je dirais, là, c'est la deuxième étude. Alors, je reviens dans les données. C'est-à-dire, les données, on a effectivement l'équilibre économique d'une unité de meeting, mais on a ce que les meetings aériens génèrent sur l'économie. Nous avons travaillé avec la chaire Pégase, donc l'année dernière, et la chaire Pégase a fait une étude dont tu peux peut-être montrer éventuellement livret, et qui s'intitule « Comment soutenir l'avenir des spectacles aériens français ». L'intérêt de cette étude, qui a été réalisée sous la direction de Paul Chiambaretto, le directeur de la chaire Pégase, était de regarder... Et la chaire Pégase de l'université de Montpellier, qui est la seule chaire aujourd'hui dédiée à l'aviation et à l'aérien, et qui a produit tout un tas d'études qui sont très très intéressantes. Et puis qui permettent de bien relativiser le problème. Tout à fait. Et qui va cette année nous donner... Encore faut-il que ces études soient lues et bien diffusées, parce que c'est vrai qu'elles le sont beaucoup dans le monde aéronautique, et qu'elles ont du mal à passer ce cap ou le périmètre de l'aéronautique, parce que c'est des faits tangibles, concrets, qui remettent en question aussi certains discours. Pour revenir à nos histoires de données, il faut avoir des chiffres pour les fournir à nos responsables, pour les fournir au ministère, aux politiques, etc., aux décideurs et aux responsables locaux et territoriaux. Cette étude a montré que les retombées dans l'économie française, par an, pour la moyenne des meetings, est de l'ordre de 471 millions d'euros. En France. Et oui, pourquoi ? 471 millions de retombées. D'accord. Pourquoi ? Parce que l'économiste, moi je suis un béotien là-dedans, mais l'économiste qui calcule tout ça, il est sur l'idée de l'euro dépensé, c'est ce qu'il génère en aval. Donc, pour eux, c'est que quand un organisateur... Pardon, en face du micro. Quand un organisateur dépense 1 euro, 23 euros sont injectés en fait dans l'économie française. Et quand un visiteur... donc chaque visiteur permet d'injecter 165 euros dans l'économie française. Ça, ce sont on va dire des chiffres et des calculs d'économistes, mais c'est très intéressant parce que le meeting, ça ne sert à rien. On est capable de prouver aujourd'hui, chiffres à la pluie,
que le meeting fait travailler tout un tas de prestataires, etc., des traiteurs et autres, et qu'il est donc... Il y a toute une économie, un écosystème. Il y a toute une économie. Non seulement il y a les spectateurs, donc... Oui, pardon. Vas-y, termine. Non, on va faire une petite parenthèse chat après, il y a plein de questions qui arrivent. Mais vas-y, Jean-Noël, termine. Non seulement il y a les spectateurs, il y a l'économie. Après l'économie, la deuxième donnée que nous souhaitions avoir, c'était est-ce qu'effectivement on pollue autant que la presse veut bien le dire ? Je dis la presse parce que les activistes, eux seuls, finalement, ils font leur job d'activistes. Si on était activiste, on ferait comme eux. Donc il faut que ça soit nous qui nous défendions. Et il faudrait surtout que la presse accepte les droits de réponse. C'est la grande... C'est en ça que je pense, quand je disais que les données chiffrées que fait ressortir la chaire Pégase n'arrivent pas à sortir du cadre du périmètre aéronautique, c'est parce que beaucoup de médias refusent de reprendre ou de regarder ces chiffres. Donc, si on parle meeting aérien ou toute autre activité thermique, on va dire, il y a deux solutions. Soit on la regarde avec des lunettes irrationnelles, soit on la regarde avec des lunettes rationnelles. Si on est dans l'irrationnel et qu'on dit de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est mauvais, parce que ça, c'était avant, et qu'aujourd'hui, il faut savoir tourner la page, il faut arrêter ce genre de conneries, comme ils disent, là, effectivement, on ne peut rien faire. On peut sortir toutes les études qu'on veut, ça sera toujours très difficile. Mais les gens qui répondent ceci ne sont pas souvent les décideurs. Donc le décideur, il est censé être quelqu'un de responsable, qui prend des décisions influençable aussi, à l'aune d'informations et de données tangibles. Et c'est la raison pour laquelle on supporte et on essaye de véhiculer tout ça. Voilà. Jean-Noël, on t'écoute avec grande attention. Ça fait réagir le chat. Il y a plusieurs questions. Alors, il y a Pascal Nizet tout à l'heure a précisé dans sa question. Est-ce qu'on peut dire que face aux détracteurs des meetings aériens, comment ça se passe ailleurs ? Là, tu réponds quand même avec pas mal d'arguments factuels. Est-ce que c'est une exception française, le meeting bashing ? Comment ils font ailleurs pour se défendre face aux détracteurs ? Je vais répondre par une question. N'avons-nous pas l'impression que l'aérobashing est une spécialité française ? Voilà, on vous pose aussi la question sur le chat. Moi, j'en ai un petit peu l'impression. Ouais. Et qu'effectivement, le nombre d'articles de presse qui sortent sur le côté néfaste de l'aérien, eh bien, en France, il est nettement supérieur à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Donc, il y a un travail à faire un peu dans les rédactions. Oui, là. Et donc enfin, certaines. Les meetings souffrent de quoi ? De ce qui brille. C'est-à-dire, si on fait le même rassemblement de personnes qui va polluer à quelque chose près de la même manière, mais que par contre, on va faire un spectacle dit culturel, eh bien là, personne ne va s'en offusquer. Alors que si on fait un meeting aérien, on dit c'est d'un autre temps, il faut savoir tourner la page, c'est ringard. Donc il nous appartient à nous et aux instances qui défendent l'aéronautique. Donc je pense aux industriels, je pense à l'Aéroclub de France, je pense à toutes les structures et à la DGAC également, de dire auprès des ministères, de véhiculer un certain nombre de messages, y compris le ministère des Armées, pour dire non, c'est un spectacle qui est un spectacle d'intérêt général. Et c'est très important. Justement, Étienne Yac, qui est arrivé il y a quelques minutes, qui nous salue. Alors le monsieur en rouge, c'est Jérôme. Étienne, enfin, on peut se tutoyer aussi dans son précédent message. Et le public vient nombreux. Et alors, voilà, il dit justement, pour rebondir à ce que tu viens de dire, le public vient nombreux et en redemande. C'est quand même un signe. Mais bien entendu. Le public ne boude pas les meetings. Et bien entendu. Tu disais tout à l'heure, il y en a 40 par an en France. Mais le problème, c'est la polémique qui est créée par la presse, en fait. Parce qu'il suffit qu'il y ait une association d'activistes qui demande à la presse, de faire une interview, qui transmette des communiqués de presse, etc. Et la presse le reprend et dit il y a une polémique autour du meeting aérien. Oui. Et la polémique se développe. Et que fait le décideur ? Que fait le décideur ? Que fait le maire ?
Il en a marre de voir sa bobine dans les journaux, qui à un moment donné, d'être toujours critiqué et de dire, montrer du doigt, regardez, en plus, il cautionne des choses qui sont polluantes. Et c'est comme ça, le danger, le cancer, il est là. Il est là. Et donc, on a besoin j'allais dire, de toute la communauté aéronautique qui veut défendre les meetings, qui veut expliquer que les meetings sont finalement, je n'irai pas jusqu'au mot de dire c'est un bienfait pour la société, mais ça amène des valeurs très importantes. Je vais vous citer un exemple. J'ai discuté avec des journalistes cet été qui mettaient en cause la venue de la patrouille de France sur la façade maritime. Quel média des noms, s'il te plaît? Atlantique. Ouest France. Ouest France. Et je crois qu'il est très important de discuter. Et je cite toujours cet exemple parce qu'il est important. Un organisateur, je dis, vous critiquez la patrouille de France parce que, soi-disant, elle va avoir un bilan carbone absolument horrible. D'abord, il n'est peut-être pas aussi horrible qu'on peut l'imaginer, mais de notre côté, savez-vous ce qu'est un meeting aérien? J'ai dit, est-ce que vous croyez que quand un organisateur affrète un bus ou un minibus pour aller dans des quartiers défavorisés, chercher des mômes, chercher des gamins, les amener au meeting gratuitement, leur faire rencontrer des pilotes, leur faire serrer des mains, et qu'ils côtoient les pilotes de la patrouille de France, est-ce que vous qui êtes journaliste, vous ne croyez pas que ça, c'est aussi de l'intégration? Vous savez ce que ça peut faire à un jeune de toucher, de parler avec un pilote de la patrouille de France? Ça va changer sa vie. Donc, vous parlez toute la journée d'immigration, vous parlez toute la journée d'intégration, mais regardez ce qui est positif. Donc, le devoir de mémoire, ça vous parle? Vous savez ce que c'est? Oui, etc. Donc, il y a tout un tas de valeurs qui sont déclinées au sein des meetings aériens. Je suis désolé, quand la patrouille de France arrive à l'éclatement final avec la Marseillaise, vous avez aujourd'hui 40 000 personnes qui sont debout et qui ont les larmes qui coulent. Si ça, c'est pas du patriotisme, si c'est pas faire vibrer la fibre patriotique, je ne sais pas où il faut aller. Et on voit peu de spectacles qui finalement arrivent à avoir cette portée auprès du grand public. Parce que le grand public qui vient, ce ne sont pas que des aficionados, ce sont des gens qui viennent rêver, viennent voir, sont intéressés, etc. Donc on est dans la dynamisation des territoires. Donc les meetings ont un réel intérêt général. Tout à l'heure, tu parlais d'éléments de langage, mais c'est ça aussi. C'est donc parce qu'il y a une réalité, mais elle n'est pas perçue par les... Alors, je dirais, les détracteurs, on n'arrivera jamais à les convaincre. Non. Mais c'est ceux qui sont influençables et que les détracteurs cherchent à influencer, c'est-à-dire les décideurs. Bien sûr. Mais c'est eux qu'il faut convaincre que les meetings ont un intérêt. Alors, il y a l'intérêt économique. Il y a aussi cet intérêt de transmission aussi. C'est combien de gamins, et parmi nous aussi des gens qui ont découvert un milieu dans lequel ils ont fait toute leur carrière professionnelle. Oui. On est bien placé pour le savoir. Mis à part que, Gilles, aujourd'hui, l'activiste de base et un certain nombre de personnes qui traitent de la chose aéronautique ne veulent plus d'aériens. Et donc, quand tu leur dis que c'est une pépinière pour recruter des gens, ils te disent, mais oui, bien il n'y en sûr. a pas besoin, puisque nous, on ne veut plus d'avions. Ils sont un peu à Poitiers, ça. Ils sont logiques. On le voit en beaucoup d'endroits. Ouais, d'endroits. Donc, c'est quand même... Bon, après, bon, que je te dis, ces activistes, ils sont dans le rôle d'activistes et on n'arrivera pas à les faire changer d'avis. Oui, mais ça remonte très très haut. Ça remonte très très haut. On voit aujourd'hui au niveau des hommes politiques, parce qu'on a d'un côté le politiquement correct, et de l'autre côté, le tribunal médiatique. On l'a vu avec l'affaire du PSG, etc. Bon, bref. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les organisateurs ont besoin d'avoir des éléments de langage également pour répondre aux attaques. Nous allons en parler lors de notre prochaine Assemblée Générale début décembre. C'est justement Xavier Méal qui va s'occuper de nous parler de communication de crise. Et c'est très très important parce que sinon ça veut dire que la porte reste complètement ouverte et qu'il n'y aura jamais d'explication et de pédagogie. Et la pédagogie, il faut la faire. Par contre, pour la faire, c'est toujours pareil. Il faut de l'argent.
Donc, on est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Il faut des moyens humains et il faut des moyens financiers pour arriver à être au niveau des gens qui sont nos détracteurs, puisqu'ils sont détracteurs de tout ce qui est thermique, de tout ce qui existe. Bien Mais sûr, l'aérien, ils l'ont pris par les cornes et ils ne le lâchent pas. Donc, ça veut dire que si j'étais un activiste, c'est vrai qu'aujourd'hui, je serais très intéressé par le domaine du meeting pour expliquer que ça ne sert à rien. Charge à nous d'expliquer que ça sert à quelque chose et d'en convaincre les gens. Nous avons écrit au président de la République, c'était dans le cadre de la campagne présidentielle. Nous avons eu une réponse qui était très positive, qui a été transmise à la ministre de l'écologie à l'époque, Barbara Pompili, puis tout ça a changé, il y a eu les élections, etc. On est en train de recommencer, j'allais dire, une campagne de sensibilisation auprès de tous les ministres qui sont en place actuellement. Mais même si nous avons la bienveillance nationale, imaginons que nous l'ayons. On semble pour l'instant l'avoir, y compris côté des GAC. Le problème, il est local. Il est local. Quand on veut faire un événement local, c'est un affrontement local. C'est un affrontement politique local. Et nous sommes des victimes collatérales, en fait, d'affrontements politiques et d'enjeux locaux. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on est pris entre mille feux. C'est pour ça qu'il faut travailler bien en amont. Donc, il y a déjà des organisateurs qui sont très implantés dans leur milieu, dans leur domaine, et qui arrivent à dire, non, je sais que, donc, je ne vais pas dans ce sens-là, je m'en fiche, je continue, je maintiens le cap. Mais ce n'est pas forcément la majorité. Oui, d'accord. Le bouc émissaire, quoi. Oui, on est un vecteur. Alors, donc, est-ce que... Bon, alors, effectivement, il faut présenter les meetings différemment, ou du moins mettre en valeur tout ce que peut apporter un meeting aérien. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi de réfléchir sur ce que devrait être un spectacle aérien? Oui. Alors, pour répondre à ton premier commentaire, je pense que, d'une manière générale, la culture et le ministère de la Culture ne sont pas du tout présents dans le domaine du meeting aérien. Alors, tu te plaignais d'avoir 4 ministres sur le dos. C'est pas grave. T'en veux un 5e. C'est pas grave, c'est de l'argent. On va en passer un, peut-être. Non, mais c'est pas grave. C'est important. Pourquoi ? Parce que la culture, aujourd'hui, elle est dans l'esprit des responsables, des décideurs, des politiques. Elle est un élément de construction de l'être humain. Et nous sommes également cet élément-là, par rapport à toutes les valeurs que nous transportons et que nous véhiculons, mais qui n'apparaissent pas forcément, qui ne sautent pas aux yeux des gens comme ça de prime abord. Est-ce que tous ces avions de collection ne sont pas un patrimoine volant ? Certains sont même des monuments historiques. On est bien d'accord. Est-ce que tous ces gens qui sont déguisés ne font pas partie du devoir de mémoire, ne font pas partie, y compris les avions qui volent d'ailleurs, ne sont pas du spectacle vivant, au même titre qu'une pièce de théâtre, au même titre, etc. Ne jouons-nous pas, chaque fois que nous faisons un meeting, une pièce de théâtre, un opéra ? Oui. Donc, à un moment donné, comment arriver à valoriser ça ? C'est très difficile parce qu'effectivement, tous les ministères ferment leurs portes en disant merci, on en a assez. Oui. Hein ? Mais quelque part, je pense qu'il est très important de faire voir quelles sont les colonnes vertébrales du meeting. Je pense que jusqu'à présent, on a vu des colonnes vertébrales qui étaient les axes, on va dire, qui sautaient aux yeux, qui étaient magiques. Mais qu'en fait, il y a des axes qui sont derrière, qui sont cachés. Il faut faire attention de ne pas les effondrer. Parce que si on les effondre, une fois qu'ils seront effondrés, on dira c'est trop tard. On dira c'est trop tard. L'histoire, aujourd'hui, regardez comment c'est raconté. L'histoire de l'aviation est quand même quelque chose qui est formidable. Si on ne la raconte pas dans un meeting... Bon, l'histoire de l'aviation, c'est une extraordinaire aventure humaine. C'est ça qu'il faut mettre en... Et c'est ce que beaucoup d'organisateurs font, mais peut-être pas assez. Mais je veux dire, quand on regarde comment s'est construite l'aviation
postale, commerciale. C'est quand même une aviation qui était au service de l'humanité. Bien sûr, bien sûr. Il faut arriver à faire comprendre que ce que l'on fait ne sert pas à rien. C'est surtout ça. Et que ça a une importance, une grande importance sociale pour le grand public d'une manière générale. Pourquoi ? D'abord parce que les tarifs que nous pratiquons, etc., etc. Mais c'est vraiment un événement, un rassemblement d'intérêt général. Je voudrais répondre à ton deuxième commentaire, ta deuxième question. Est-ce que ça n'est pas l'occasion de réinventer les meetings ou de faire des meetings sous une forme différente ? Oui. Bon, d'abord, on ne réinventera pas la roue, on ne réinventera pas l'eau chaude, mais par contre, on peut réinventer un certain nombre de choses pour faire qu'il y ait une adhésion. Et il y a déjà des organisateurs qui le font. Je sais que c'est le cas de Cambrai, ça a été le cas à Villeneuve-sur-Lot cette année. Moi, je l'ai réalisé également en 2017 à Avignon, etc., avec Jean-Pierre Siriex, le président de l'Aéroclub. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas se cantonner au meeting du samedi et du dimanche. Le meeting du dimanche doit être la cerise sur le gâteau. Ouais. Et toute la semaine qui précède, il faut que l'ensemble du bassin de vie soit, j'allais dire, en adhésion et soit concerné par la chose aéronautique. Et aller mettre des avions militaires et civils en exposition dans des lieux, dans des centres commerciaux, sur la place de la mairie, etc. Faire des jeux et des animations, faire participer l'union des commerçants, jouer une pièce de théâtre avec un thème aéronautique, etc., etc. Là, vous êtes face à des élus qui vont dire « Attendez, c'est différent ce que vous me proposez. » Parce que moi, j'ai des éléments qui me permettent de dire « Oui, ok, ça fait du bruit, ça pollue peut-être un peu. Mais tout le reste, est-ce que vous le voyez ?» Et je crois beaucoup dans cette manière d'appréhender les choses. Pas uniquement le bruit et la fureur, mais le bruit et la fureur devenant la cerise sur le gâteau qui clôture la semaine aéronautique. Voilà, c'est ça. On comprend pourquoi il y a du bruit et de la fureur. C'est pas simplement du bruit et de la fureur, c'est que derrière, il y a une réalité. Justement, pardon, je te coupe, Gilles. Ditermet nous dit l'éducation est à mettre en avant aussi. Tu confirmes Oui, mis à part que tous les organisateurs savent que travailler avec l'éducation nationale, c'est très compliqué. Parce que... mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y a le BIA Oui, non, mais sans aller jusque-là, mais si on reste sur un événement, du moins un programme qui précède un meeting aérien, aller dans les collèges et dans les lycées pour expliquer les débouchés qu'offre la filière aéronautique, pour aussi faire des conférences peut-être sur une page d'histoire qui est liée où l'aviation a joué un rôle important. Je pense que ça, c'est tout à fait possible. Oui, c'est clair, il faut être innovant. Il faut être innovant, mais c'est effectivement une voie qui peut être... Mais souvent, c'est le recteur d'académie qui décide. Oui. Ils n'ont pas tous forcément la même sensibilité. Évidemment. Donc ça dépend. Millefeuille. On présente encore une fois un sujet qui peut donner lieu bien sûr, à polémique et à discussion. Donc il faut vraiment le travailler. Faire une table ronde sur pour ou contre l'aviation, voilà, Mais vous savez, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, regardez comment la FFA a des difficultés avec les aérodromes, les riverains d'aérodromes, comment d'une manière générale... Ça n'a pas toujours été comme ça. Oui, mais ça monte. Ça monte parce qu'aujourd'hui, il y a une agrégation des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a en plus, je disais tout à l'heure, la sobriété énergétique, mais il y a cette urgence climatique dont on nous parle de manière continue, qui fait que les riverains qui se plaignaient jusqu'à présent des nuisances sonores, aujourd'hui sont capables de dire aussi, oui, mais les avions qui volent consomment, brûlent de l'énergie, polluent la planète, alors que nous, on nous demande de mettre 19 degrés chez nous. Et ça, en termes de réponse et en termes de com, c'est vachement difficile d'y répondre. Très difficile d'y répondre. Donc, il faut arriver à faire voir que tout ça, c'est générateur quand même. L'économie, c'est quelque chose. Les emplois, c'est quelque chose. Mais c'est de plus en plus difficile. Donc, quand un aérodrome
est déjà le siège de riverains virulents. Comment y faire un meeting ? C'est terriblement difficile. Bien sûr. Terriblement difficile. Même si on associe les riverains, on est entré dans une ère où les gens, en plus, je pense, est-ce que ce sont les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est la manière de vivre ? Il y a un agacement, une agressivité qui est plus forte. Ça, c'est certain. On voit des riverains qui vont déverser des charrettes de fumier devant des hangars aéronautiques. On voit des riverains qui donnent des coups de pied dans la porte d'un bureau du directeur d'aérodrome parce qu'ils veulent se faire entendre. On sent qu'il y a quand même une violence. Donc, c'est très difficile. Il faut parler encore et encore. C'est un véritable sacerdoce pour tout le monde. Donc, alors, j'irai en conclusion. Quel avenir tu vois, toi, pour les meetings aériens ? Toi, le président de France Spectacle Aérien, qui depuis 40 ans organise des meetings aériens. Moi, je veux rester résolument optimiste. Encore une fois, c'est vrai que la spécificité française n'est pas ressentie de la même façon dans les autres pays. Alors, nous avons beaucoup de meetings aériens. Les autres pays, hormis le Royaume-Uni, en ont moins. Les Pays-Bas, ils ont fait une croix pendant 2-3 ans, même ils avaient tout reporté au calendrier grec à cause du Covid. La Suisse a quand même peu de manifestations. L'Allemagne, quasiment pas. L'Italie, c'est très particulier sur le plan de la manière dont ça fonctionne. L'Espagne a essentiellement a peu de manifestations aussi, mais on a en façade maritime. Nous aussi, en façade maritime. Mais moi, je pense que c'est un avenir qui est positif. Mais charge à nous, comment dire, nous sommes acteurs, on dit toujours il faut être acteur de sa santé, il faut être acteur de sa vie. Il faut que nous soyons acteurs de notre activité. Et donc, personne viendra faire le lobbying à notre place. Personne ne viendra expliquer que les meetings, finalement, sont vertueux. Donc, il y a une idée qui a germé, qui est une idée, j'allais dire, qui peut avoir un intérêt. Il faut voir comment elle peut se développer. C'est l'idée que, d'une manière européenne, au niveau de l'UE, les meetings aériens soient considérés étant une sorte de label vert, à partir du moment où ils satisfont à un certain nombre de conditions. Ces conditions... Créer une charte, c'est ça ? Un petit peu, voilà. Donc, c'est à regarder. Et ça serait très important, parce que si l'UE décidait que les meetings sont une bonne chose pour l'Union européenne et qu'il ne faut pas leur couper la tête, effectivement, les États membres se retrouvent en cascade avec ce label vert, comme ça a été pour le gaz, qui a fait tant parler. Le mot vert a son importance quand même. Label vert, comment alors Alors, label vert, comment ? C'est-à-dire, en prenant les points qui sont effectivement les plus polluants, les plus importants en termes d'empreinte. Donc, on sait que c'est le déplacement du public. Partout où c'est possible, nous-mêmes, nous sommes en train d'essayer de bâtir une charte. Une charte, ce n'est pas un engagement dans le marbre en disant du jour au lendemain. C'est une volonté d'abord de dire, nous avons pris conscience du problème. Nous voulons aller dans un certain sens et nous voulons faire de notre mieux avec les moyens du bord. Donc, ça veut dire effectivement, d'abord, peut-être bannir tout ce qui est, tous les matériels qui sont à usage unique. On peut peut-être faire des choses de ce côté-là. Ensuite, tout ce qui est covoiturage, moyens de transport public, transport doux, deux roues, etc., des aménagements. Lorsque cela est possible, et c'est déjà fait en de nombreux endroits, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a la volonté, en tout cas. Non, mais c'est très compliqué. Amusez-vous à faire un simple calcul. Vous ouvrez vos portes à 9h du matin et vous voulez qu'il y ait 30 000 personnes qui soient rentrées pour midi. Vous calculez le nombre de bus qu'il faut et la cadence des bus. Il faut que vous trouviez 250 bus ou 300 bus qui se suivent à 1 minute les uns derrière les autres. Et que vous les fassiez rouler un dimanche. Alors là, on est en France aussi. C'est très compliqué. Comment faire rouler les bus le dimanche ? Voilà. Donc, bon, tout ça, ce sont des problèmes qui peuvent être résolus avec la volonté des
des gens qui sont en place et qui le veulent. Bien entendu, quand on tombe sur des gens qui traînent les pieds et qui disent non, c'est pas possible, c'est très difficile. Mais il y a tout un tas de domaines comme ça dans une charte où on peut faire la promotion de l'aviation durable. On peut, dans les meetings, favoriser un créneau dans lequel on parlera de la transition écologique de l'aviation. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, si tous les gens voulaient jouer dans ce cadre-là et faire voir, il y a des avions qui volent au SAF. Pourquoi ces avions ne seraient pas, notamment dans les meetings les plus importants, systématiquement présentés pour que pendant 15 minutes, on parle de l'aviation de demain avec les biocarburants, avec l'urban mobility, avec les drones, etc. La biodiversité, comme le souligne Zone Aéro. Bien sûr, parce que ça intéresse le grand public. Il y a des renards, le fameux foxtrot d'Orly, ça intéresse des ruches. On œuvre pour le vert, nous dit la Zone Aéro. Voilà, et pour faire venir les jeunes, c'est ça qui est important aussi, faire venir les jeunes, c'est peut-être se diversifier par rapport au niveau des activités qui sont au sol. Beaucoup de gens disent il faudrait un concert, il faudrait quelque chose, etc. C'est très lourd pour les organisateurs, c'est très compliqué. Mais peut-être que ce sera un passage obligé. Peut-être qu'il faudra avoir un plateau moins riche, mais peut-être mieux mis en valeur. Et en revanche, complété par des activités au sol. On l'a vu, par exemple, au mondial de voltige organisé à Châteauroux par la Fédération française aéronautique. Fantastique. Il y avait très très peu de choses dans le ciel. En revanche, il y avait quand même des choses, mais il y avait très peu de choses. Et en revanche, il y avait un public très important parce qu'il y avait beaucoup d'activités. Les pilotes dans la ville, etc. Ouais, donc, on a regardé des pistes, la mutualisation des avions quand ils vont d'un meeting à l'autre. Mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que tout ça repose également sur une population, par exemple, de pilotes de présentation. Ce n'est pas leur job. Ils ont tous une activité. Oui, bien sûr, c'est pas leur job. Parfois, les organisateurs, ils ont une activité, ils sont en activité. Donc, on est à la fois dans un système de grands rassemblements, de grands événements, sans avoir, j'allais dire, le côté réellement commercial, bien sûr, production d'un spectacle de haut niveau. Schmoll54 nous dit oui, mais avec un label vert, les coûts vont être de plus en plus élevés, la réglementation de plus en plus contraignante. Je ne suis pas certain que l'on puisse encore faire du spectacle, du vrai spectacle. Alors, moi je crois, pour avoir été, organisateur de nombreux meetings, et pour avoir regardé la manière de construire des budgets, c'est sûr que les budgets, il faut faire attention. Chaque fois qu'on nous impose une dépense nouvelle, on dit ça ne va plus passer. Alors sur les petits meetings, les moyens meetings, c'est vrai. Sur les grands meetings, quand on a des fois des budgets qui sont, de la classe des 500 000 € sur le budget du meeting. Il y en a combien en France des meetings à 500 000 €? Je ne sais pas, c'est des... Quelques-uns. Voilà, quelques-uns. 40 meetings. Non, mais tout ça, c'est variable après. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on veut trouver parfois 1 000 ou 2 000 €, on peut les trouver, y compris dans ce cadre-là, dans un domaine de partenariat. Parce que sans vouloir tomber dans le greenwashing, on peut faire des choses et on peut expliquer des choses et il y a peut-être des gens qui sont prêts à s'engager. Mais c'est vrai que chaque strate économique, chaque strate de dépenses supplémentaires est un problème. Mais vous savez, c'est comme notre budget personnel. Il y a des fois, on dépense un certain nombre de choses. On peut aussi regarder certaines dépenses qui sont inutiles pour arriver à sauver le système et à faire en sorte qu'il fonctionne. Et je crois que le côté environnemental, d'abord, on ne peut pas passer à travers. On ne peut qu'être conscient de l'enjeu et faire comme tous les petits copains qui font de l'événementiel, c'est-à-dire à un moment donné être dans le mode, s'adapter, essayer d'être novateur. Alors moi je retiendrai une chose, c'est que une des évolutions, c'est que
le spectacle aérien aille au-devant du public, aille pendant la semaine qui précède le meeting, aille à la rencontre des familles, à la rencontre des jeunes, à la rencontre des gens qui sont à la recherche d'un emploi, à la rencontre des gens qui veulent voir un spectacle de théâtre, autre chose, qui sont curieux. Je crois qu'il faut que tout le monde se questionne là-dessus. Comme à Avignon, hein, c'est-à-dire, dans les rues. Oui, mais il faut que tout le monde se questionne parce que les acteurs sont multiples. Il y a les acteurs civils, il y a les acteurs militaires. Il faut aussi que les organisateurs les décident. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet. Il ne suffit pas de dire j'ai envie de faire ça. Il faut vraiment avoir un projet. Il va se passer telle chose, etc. Tout ça, ça se construit. Il y a aujourd'hui des très beaux meetings en France avec des organisateurs qui savent très bien faire les choses, qui ont pignon sur rue. Voilà, ils montrent un certain nombre de choses. Mais on est tellement dans l'humain que c'est important à la fois de le montrer au niveau de la ville, parce qu'il y a un intérêt, donc il faut savoir convaincre, et puis on est dans l'humain au niveau également des administrations. Et des fois, c'est pas facile de discuter avec, parce qu'on n'est jamais à l'abri de la sensibilité de certains chefs de service, de certaines préfectures, par rapport à un domaine qui peuvent avoir des idées toutes faites. Ça veut dire que peut-être qu'il faut aussi travailler vraiment l'amont. Il faut biner le jardin. Il faut biner le jardin pour arriver à convaincre ce que nous n'avons certainement pas, d'une manière générale, assez fait. Certainement. On va terminer sur ces... Déjà ? Presque. Alors l'émission, pas tout à fait, mais en tout cas, on en reparlera évidemment des meetings aériens sur Jumpseat. Ah bah évidemment, oui. Évidemment. Alors avant de passer à la dernière partie... l'émission n'est pas finie. L'émission n'est pas terminée. On a encore la partie culture. Parce qu'il ne faudrait pas que nos viewers nous quittent. Là. Restez avec nous. Alors, on a quand même... Alors avant de passer à la culture, on a Flowpilot, pardon. Flowpilot. Vu à travers différents meetings cet été, de nombreuses personnes non passionnées d'aéronautique ont du mal à trouver l'envie de venir voir ce spectacle, notamment à cause de l'ensemble des règles de sécurité, les objets interdits, les routes barrées, les... Pascal te dit bravo aussi. Mais ça, c'est très gentil, merci. C'est pas fini, Pascal. Reste avec nous. C'est pas fini. Mais le problème, il est le même. On parlait du Tour de France. Quand le Tour de France passe, les routes sont barrées. On ne peut pas sortir de chez soi, etc., etc. C'est vrai que c'est compliqué. Quand on veut aller voir un grand spectacle, que ce soit dans les arènes de Nîmes ou dans n'importe quel festival, on est fouillé à l'entrée, il faut faire la queue. Malheureusement, les meetings ne feront pas exception à la règle. Et il faut qu'on s'adapte dans ce domaine-là. Il paraît que les accès au stade au Qatar actuellement, c'est une catastrophe. J'ai entendu ça hier. Ah oui, pour aller... Enfin bon, voilà. C'est une généralité. Oui. Merci. On a beaucoup parlé, c'est important pour finir, parce que on a beaucoup parlé, on n'a pas parlé ou très rapidement de réglementation. Oui. Moi, aujourd'hui, il me semble que la réglementation, certes, même si elle est à un moment donné... quelque chose qui peut complexifier encore une fois la tâche des organisateurs. Le premier danger, la première difficulté à arriver à résoudre, c'est effectivement d'être bien perçu de la part des gens qui, à un moment donné, pourraient venir bloquer les routes le matin d'un meeting, parce que ça peut arriver, se coller par terre, je ne veux pas leur donner d'idées, qui ne m'écoutent pas, mais se coller par terre sur les accès, ça c'est un très très gros problème aujourd'hui, et on voit bien que partout en Europe, c'est en train de monter. Donc, méfiance. Isavia nous dit, on en a parlé tout à l'heure, tu l'as bien expliqué, c'est un sujet qui nécessite une forte connaissance de la politique locale. Oui. Parce que quand on veut un soutien local, il faut que tout le monde soit d'accord. Ça, c'est pas ça. Isa, pour ne pas la nommer, Via, on te salue, Isa, a été attaquée dans la presse le lendemain de son meeting, a demandé un droit de réponse, et elle a eu un droit de réponse que 15 jours ou 3 semaines après, je crois. C'est très très difficile. Et le problème, c'est que je disais calomnier, il en restera toujours quelque chose. Quand à un moment donné, un média, vous savez... Si la télé le dit, c'est que c'est vrai. Eh bien oui, ça c'est un gros problème parce qu'effectivement, à partir du moment où on dit
Le meeting aérien est un gros pollueur. Ça a été dit une fois et ça reste. Ça fait une empreinte qui est très importante. Et pour l'enlever, c'est pour ça que c'est avant qu'il faut arriver à essayer d'expliquer et de convaincre. Avant de passer à la culture, on a une tradition dans l'émission, Jean-Noël. Alors, tu en as fait plusieurs, des jump seats. Alors, on rappelle ce que c'est que le jump seat. Tout le monde le sait, je pense. Hein, c'est le siège derrière les pilotes. Voilà. Général, on a vraiment le siège réservé en général à un instructeur ou à des vénards comme nous qui ont eu la chance de faire des jump seats. Ton plus beau... Alors, toi, tu as même écrit pour Aérobuzz cet été. On avait une série spéciale jump seat. Ouais. Et tu peux nous tu nous en reciteras à la fin de l'émission. Et là, maintenant, si tu veux. Spontanément. Oui, spontanément. Dans ma première vie, lorsque j'étais jeune contrôleur dans l'aéronaval à Nîmes, et que Nîmes était le siège avant l'avènement des simulateurs, et qu'il y avait beaucoup d'entraînement compagnie, tous les week-ends et toute la semaine, nous avions 2-3 liners qui tournaient en tour de piste, pour le grand plaisir des riverains et des golfeurs. Et effectivement, il y avait une osmose entre les équipes de contrôle et les équipes qui venaient faire de la mania. C'était absolument fabuleux et on a eu l'occasion de faire des jump seats là qui pour certains, c'était une autre époque, on va dire. Voilà. Mais c'était un vraiment... appareil, sur quel appareil? Le 727. Le 727, des tours de piste en 727 avec 30 nœuds de vent de travers. C'était quelque chose de magique. Mais il y a eu des choses aussi, des vols de dépressurisation où on montait au niveau... Caravelle, on montait au niveau 200, ils appelaient ça les vols d'épouvante. Ouais, voilà. On l'a raconté en podcast, ça, vous pouvez les retrouver sur Aérobuzz. Oui, tout à fait. Et c'était juste d'un autre temps. Voilà. Mais ce sont des souvenirs magiques qui sont gravés à tout jamais. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jump Seat, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.